Donc, bon, merci Thierry pour ton introduction. Bienvenue à toutes et à tous à cette présentation. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour parler d'un projet de calibrage de plateforme multicapteurs servant à la collecte de données géospatiales pour la recherche en sciences côtières et environnementales. Donc, ce que je vous propose, le plan de présentation suivant. D'abord, on va introduire un peu quel est le projet FORCE, le projet global dans lequel ce projet de calibrage s'insère. Les objectifs de notre partie projet sur le calibrage, la méthodologie qu'on a mise en place pour mesurer les bras de levier des capteurs sur une moto marine et sur un VTT. Également, les résultats que nous avons obtenus jusqu'à maintenant. Pour finalement conclure, vous parler des travaux à venir. C'est un projet qui s'étend sur quelques années. Bibliographie et remerciements. L'UQAR et ses partenaires ont obtenu une importante subvention de la Fondation la Fondation canadienne de l'innovation, la FCI, et du gouvernement du Québec, afin de mettre sur pied une flotte opérationnelle de recherche en sciences côtières et environnementales. Vous allez voir l'acronyme FORCE, qui signifie Flotte opérationnelle de recherche en sciences côtières et environnementales. Ce projet vise à mettre en œuvre une flotte d'équipements de pointe pour réaliser des études sur les zones côtières. L'équipe de recherche est composée de chercheurs de l'UQAR, excusez-moi, aussi de chercheurs de l'Université Laval et aussi de l'UQAM. Je fais donc partie du groupe de chercheurs de l'Université Laval et en tant que membre régulier du Centre de recherche en données et intelligence géospatiale, en tant que responsable aussi du laboratoire de métrologie du département des sciences géomatiques de l'Université Laval. Je collabore sur ce projet pour assurer que ces systèmes soient proprement calibrés et qu'ils fournissent des données géospatiales de grande qualité. La zone côtière est fortement sensible à différents risques environnementaux, où on retrouve diverses activités sociales et économiques. Juste comme introduction, ici, je vous ai montré, j'affiche deux images d'un même territoire situé le long d'une côte, où on voit l'effet de l'érosion côtière sur les propriétés ici. Donc, en l'espace de 7 ans seulement, on peut voir sur l'image du haut qu'il y avait 2 propriétés qui semblaient pas du tout donc en toute sécurité, mais après 7 années, on voit le recul de la berge, le sable qui a monté, et suite à probablement plusieurs intempéries et différents aléas climatiques, les propriétés, ils ont disparu. Donc, la mise en place d'outils de collecte de données, d'analyse, pour l'analyse et la gestion des risques côtiers est essentielle. FORCE, le projet FORCE vise à acquérir des données topobathymétriques tout au long du continuum terre-mer, c'est-à-dire des données lidar topographiques aéroportées sur les terres, près des zones côtières, des données lidar topographiques terrestres à partir de systèmes lidar mobiles installés soit sur des fourgonnettes pour faire des couvertures sur des corridors routiers ou sur un VTT pour faire des couvertures sur un corridor côtier. On a aussi sur ce continuum-là des données bathymétriques
aéroportée sur la zone côtière, en partie immergée. Le système Shoals, par exemple, a un pouvoir de pénétration dans l'eau, ce qui fait que c'est un système intéressant là, pour couvrir une partie des côtes en partie immergées. Finalement, les données sonores bathymétriques dans la partie immergée profonde au moyen d'échosondeurs monofaisceaux et multifaisceaux installés sur des plateformes marines comme des vedettes hydrographiques, des petits véhicules de surface, des sous-marins, font aussi partie des capteurs nécessaires pour faire la collecte de données sur le continuum terre-mer. Cependant, dans ce continuum terre-mer, la partie la moins bien documentée, c'est celle qui est située sur la zone côtière peu profonde, donc une zone qui se situe de 200 à quelques kilomètres. Il y a définitivement un manque de plateforme marine qui est bien adaptée pour étudier cette zone. Donc, c'est où on retrouve, là, où c'est la principale cause de trous dans les données à cet endroit. Donc, cette zone-là, de 0 à de 200 à quelques kilomètres, lorsqu'on parle de peu profond, lorsqu'on se situe à une profondeur entre 1 et 30 mètres, par exemple. Donc, les objectifs principaux de cette présentation de notre projet, c'est de vous présenter deux de ces plateformes, le VTT et la motomarine. La méthodologie suivie pour le calibrage des capteurs qui sont installés sur ces plateformes et les résultats qu'on a obtenus jusqu'ici. Une première plateforme, c'est la motomarine et ses différents capteurs. On retrouve la motomarine ici. Elle comprend, dans un premier temps, un système de navigation complet, le système POS-MV, qui est composé d'une unité de mesure inertielle qu'on retrouve ici à l'arrière de la motomarine, qui est composé aussi d'antennes et de récepteurs GPS. Donc, on utilise ici deux récepteurs pour assurer une bonne qualité de trajectoire. On retrouve aussi le scanner LIDAR, le Regal VZ2000, qui nous permet de collecter des nuages de points du rivage et aussi de la côte. On retrouve aussi des échosondeurs monofaisceaux, le Biosonic MX, multifaisceau, le R2 Sonic 2022, et aussi un profileur de sédiments, le Knudsen Pinger, qui sert à la production d'un bilan sédimentaire. Donc, les échosondeurs servent à la bathymétrie. Donc, les capteurs que je viens de vous mentionner, ce sont des capteurs qu'on doit bien positionner sur la motomarine. Donc, on doit connaître leur emplacement afin de produire des données géospatiales de qualité. La motomarine comprend aussi d'autres capteurs, des capteurs optiques, où on a moins besoin de connaître l'emplacement précis, mais c'est quand même des capteurs importants. On retrouve des radiomètres hyperspectraux qui servent à la détection de nitrate, de radon, de CO2, de carbone dissous. On retrouve aussi des échantillonneurs d'eau servant au calcul des flux bio-géochimiques, à l'évaluation de la qualité de l'eau, la détection des nappes d'hydrocarbures. La deuxième plateforme, c'est ce qu'on appelle le Yeti ou le VTT. Cette plateforme-là comprend les capteurs suivants, comprend aussi un système de navigation complet GNSS IMU. C'est le système POS-LV d'Aplanix. Donc, le système de navigation, lui, sert à géoréférencer toutes les données géospatiales qui vont être recueillies.
notamment avec le scanner LIDAR. C'est un Regal VQ450 qui est installé sur cette plateforme. Donc, on va collecter aussi des données ici du rivage de la côte, des données des nuages de points. On a aussi une caméra haute résolution qui va permettre notamment de colorer le nuage de points et peut aussi servir à extraire d'autres objets par méthode photogrammétrique. Le VTT sert aussi à remorquer un laboratoire mobile qu'on appelle le Géotech. Ce laboratoire mobile-là, il va y avoir 2 personnes à l'intérieur pour faire des traitements à l'aide d'ordinateurs puissants, des traitements notamment des traitements d'échantillons d'eau après la collecte de données. Ces échantillons-là doivent être analysés le plus rapidement possible après leur collecte. Donc, c'est les 2 plateformes principales sur lesquelles on a travaillé dans le courant de l'été passé. On a reçu la motomarine au laboratoire de métrologie le 3 juillet dernier, cet été. Nous l'avons placé dans un entrepôt adjacent au laboratoire de métrologie. On a donc sécurisé un périmètre assez grand là, pour pouvoir effectuer notre prise de mesure. Donc ici, on voit la motomarine à l'intérieur du lab de métrologie, notre installation avec la station totale. Les capteurs qui sont sur la motomarine que nous devons bien cartographier ou positionner sont les suivants. D'abord, le système de navigation Applanix POS-MV. Ici, on voit l'IMU. On voit aussi ici les antennes GNSS. Il y en a 2 sur la motomarine. Et les échosondeurs. D'abord, l'échosondeur monofaisceau, le MX de Biosonic, l'échosondeur multifaisceau, le R2 Sonic 2022, le profileur de sédiments et aussi le capteur ou le scanner LIDAR VZ2000 de Ricoh. Sur le VTT, on l'a reçu au début du mois d'août, le 4 août, au laboratoire de métrologie. Puis on a utilisé exactement le même emplacement et le même réseau pour faire la collecte ou la mesure des bras de levier et la cartographie des capteurs sur la motomarine. Sur le VTT. Sur le VTT, on retrouve aussi un système de navigation complet, le système POS-LV d'Applanix. On voit ici l'IMU. On voit ici les 2 antennes qui sont utilisées dans ce système de navigation. Le scanner Regal VQ250, qui est un des capteurs le plus important sur cette plateforme. La caméra, ici la caméra numérique, haute résolution. C'est une caméra Grasshopper de la compagnie Point Grey Research avec une lentille Pentax de 8,5 mm de longueur focale. L'instrument on a aussi, on accroche aussi sur la roue du VTT un DMI, c'est un instrument de mesure de distance qui va prendre le relais lorsque le signal GPS est moins puissant. Donc, tous ces capteurs-là doivent être bien positionnés sur la motomarine. Parmi les paramètres recherchés, on cherche à mesurer les angles de visée et les bras de levier des différents capteurs. En fait, c'est les bras de levier des différents capteurs et les angles de visée du LIDAR, du capteur LIDAR qui est installé sur les plateformes.
Ici, on voit l'équation de géoréférence. C'est l'équation de géoréférence d'un point lidar. J'ai mis en vert ici les informations qu'on reçoit des différents capteurs, comme ici l'information qu'on reçoit du GNSS, l'information qu'on reçoit du IMU, l'information qu'on reçoit du lidar. Ici, le lidar, pour que ces équations-ci nous permettent d'obtenir les coordonnées 3D dans un système local. Par la suite, on doit assurer un bon alignement du capteur LIDAR par rapport à l'origine du système de navigation, l'IMU. Donc, on doit calibrer ou obtenir par calibrage la matrice de rotation qui va permettre qu'on appelle les angles de visée, qui vont permettre d'aligner le capteur plus précisément. On doit connaître aussi le bras de levier, donc à quelle distance se trouve le capteur laser dans ce cas-ci par rapport au IMU et au système de navigation. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est comment on a fait pour estimer les bras de levier et les angles de visée qui sont intégrés dans cette équation-là de géoréférence pour assurer la génération de nuages de points précis. Pour les bras de levier, on a utilisé des équipements de mesure que vous connaissez probablement. Donc, on a utilisé la multistation robotisée, une station totale robotisée MS-60 de Leica. Cette multistation-là prend non seulement des mesures de distance inclinée, d'angles verticaux, de direction horizontale, mais permet aussi de faire du scanning, donc de modéliser à l'aide de nuages de points les objets mesurés. On a utilisé aussi un niveau électronique, le LS10 de Leica, pour assurer une bonne précision au niveau altimétrique. Donc, la précision angulaire de la station totale est de 1 seconde et la précision linéaire est de 2 mm, plus ou moins 1,5 ppm. Donc, le 2 mm ici, on devait effectivement opérer l'instrument sans le prisme parce que c'était un peu compliqué là, de viser précisément les objets ou les capteurs avec le prisme. Avec un prisme, la précision est de 1 mm, mais sans le prisme, on est à 2 mm. Donc, la méthodologie pour l'estimation des bras de levier, on devait d'abord définir l'emplacement des stations fixes autour de la plateforme, prendre des mesures précises d'élévation avec le niveau, installer les cibles réfléchissantes aux bons endroits, aux endroits qu'on devait mesurer, prendre des mesures avec la multistation, les mesures d'angle, de distance et faire des scans aussi. Et finalement, avec le scanner, on faisait l'extraction des coordonnées ou d'emplacement des différents capteurs. Et par la suite, avec le logiciel Infinity de Leica, on pouvait visionner et terminer les calculs. Donc, les calculs des angles de rotation, on devait ensuite faire le calcul des angles de rotation pour passer du repère de la station totale au repère de l'IMU. Calculer aussi les vecteurs de translation entre le repère de la multistation et ceux de l'IMU. Et transformer les coordonnées dans le système de l'IMU qui va être utilisé avec les différents capteurs. Donc, le calcul des bras de levier des capteurs, les résultats obtenus sont les bras de levier des capteurs dans le repère de l'IMU. On va voir un petit peu plus tard là, aussi qu'il fallait ramener ça au niveau du centre de gravité de la moto marine. Donc,
ceux qui ont fait un peu de micro-géodésie, on a établi un réseau en fait, ici, on présente 4 stations, mais on a fait 5 stations avec la multistation. Puis, donc on faisait une visée arrière sur la station précédente, une visée avant sur la prochaine station, et le tout est vraiment synchronisé et tous les points visés sur la motomarine. Certains points étaient visibles de la station B, d'autres sur la station C, mais le tout était dans le même système de coordonnées. On a utilisé le niveau électronique pour contrôler l'altimétrie. Donc, avec la station totale, on pouvait assurer la meilleure précision, très bonne précision au niveau planimétrique. On perd un petit peu légèrement de précision au niveau altimétrique, surtout lorsqu'on vise des objets assez rapprochés en raison peut-être d'une erreur de calage de l'instrument. Donc, en utilisant un niveau, on s'assure aussi d'une bonne qualité de mesure en Z. Donc, on fait mesurer là, sur les différentes stations les différents points qui nous intéressent sur la motomarine et finalement obtenir les coordonnées 3D. L'une des premières étapes a consisté à définir les axes, les 3 axes principaux de la motomarine. Donc, l'axe longitudinal, on a installé des cibles le long ici de la coque de la motomarine, de chaque côté. L'axe vertical, on a installé d'autres cibles à cet endroit. Et l'axe transversal sur le pare-choc arrière de la motomarine. Donc, c'est une étape importante, c'est la définition des axes de la motomarine pour pouvoir ensuite positionner tous les capteurs dans ce système d'axes. Donc, par la suite, on a fait la transformation du repère de la multistation, des points ou des coordonnées de tous les points du repère de la multistation au repère de l'IMU. Le repère de la multistation, c'est un système INU, c'est-à-dire que l'axe des X, on prend un système de la main droite, l'axe des X est vers la droite, l'axe des Y vers l'avant et l'axe des Z vers le haut. Mais le système de navigation à l'intérieur de la motomarine utilise un système NED, donc avec le nord, l'axe des X vers le nord, le Y vers l'est et le Z vers le bas. Ici, on voit aussi sur la figure à droite des visées effectuées à partir de chaque station du réseau. Donc ici, on a la station 1, les visées qui ont été faites sur les différents points de la plateforme, donc sur les GPS, les antennes GPS, sur le LIDAR, l'IMU, etc. Donc, on voit aussi qu'avec le logiciel de traitement qu'on a utilisé, le Leica Infinity, on peut visionner les nuages de points. On a fait des scans aussi de la motomarine. Donc, l'installation des cibles, on les a placées à des endroits stratégiques sur les capteurs afin d'aller chercher les centres optiques de chacun des capteurs, notamment du LIDAR ici et aussi de la caméra. Donc ça, c'est sur le VTT. Ici, on a l'IMU du système de navigation, les antennes GNSS, le DMI. Donc ici, à la pointe de chaque cible, on positionnait des points. Donc, certains points sont représentés par des cercles et on devait par la suite aller chercher le centroïde du cercle pour définir la position exacte du capteur.
Donc ici, c'est pour le VTT. On a vu tout à l'heure la motomarine. Et on devait fonctionner de la même façon. Donc, d'abord, on passait du système ENU au système NED, faire la transformation à l'aide d'une compensation par moindre carré en utilisant les contraintes de linéarité, d'orthogonalité des axes. Donc ici, on voit les différents vecteurs de mesure qui ont été faits sur les capteurs sur la motomarine. Pour l'estimation des angles de visée, sur le VTT, il y avait un système LIDAR qui était disponible. On n'a pas pu le faire sur la motomarine. Il y avait le LIDAR de la motomarine parce que le LIDAR avait été utilisé sur d'autres projets. On a quand même positionné le LIDAR, ses bras de levier, sur la motomarine, mais on n'a pas pu faire le calcul des angles de visée. Par contre, on le fait sur le VTT. Puis la procédure qu'on a implantée est basée sur une technique qu'on a développée ici à l'Université Laval avec l'étudiant au doctorat Mosen, qui consiste à placer des cibles planaires préfabriquées sur un terrain de stationnement, de scanner ces cibles-là suivant un patron de ligne bien défini. Ensuite, de retour au bureau, on géoréférence les nuages de points. On extrait les cibles. On a utilisé pour ça ici le logiciel Trident qui a des fonctions utiles pour faire ce travail. Ensuite, on a pu estimer les angles de visée avec une méthode itérative par moindre carré, donc un programme qui a été développé par notre équipe. Et finalement, on a regéoréférencé les points avec les bons paramètres, les paramètres de bras de levier et aussi d'angle de visée. On voit ici la procédure utilisée pour le calcul des angles de visée. On a utilisé les cibles planaires. On en voit une ici. Donc, on a une ici à droite. On a mis une autre à gauche ici. Chaque cible contient 3 plans. Un plan horizontal, un plan vertical, un plan incliné. Et avec le VTT, on faisait des allers-retours selon différentes directions, ce qui nous a permis d'obtenir plusieurs nuages de points. Lorsque le système n'est pas bien calibré, ou les nuages de points ne s'imbriquent pas correctement. Donc, on a développé la méthode simple, rapide et rigoureuse pour estimer le désalignement oculaire du scanner LIDAR. Donc, c'est un ajustement dynamique in situ qu'on fait sur le terrain qui utilise des cibles planaires. Donc, l'approche mathématique, elle, est basée sur des équations de géoréférencement direct, celles que je vous ai présentées un petit peu plus tôt dans la présentation. Puis, on réussit à estimer des corrections aux angles de visée pour pouvoir aligner parfaitement les nuages de points. C'est une méthode qu'on a développée ici dans notre équipe de recherche. Les résultats maintenant, ici on présente les résultats des bras de levier des capteurs principaux de la motomarine. Donc, le centre de phase de l'antenne GNSS qui est à gauche, le centre de phase de l'antenne GNSS qui est à droite, le centre acoustique du monofaisceau, de l'échosondeur monofaisceau, le centre acoustique de l'échosondeur multifaisceau. Pour le multifaisceau, on doit positionner le récepteur et le projecteur, et aussi le centre acoustique du profileur. Donc ici, on retrouve les bras de levier dans le système IMU, dans le système NED, donc North, East, Down. Et avec une estimation des incertitudes sur ces mesures. Donc ici, on retrouve l'incertitude 3D sur les mesures effectuées. Donc, on est autour de 5 mm, entre 5 et 9 mm d'erreur ici. Donc,
Par la suite, sur la moto marine, on devait déterminer le centre de gravité. Parce que lorsque le bateau marine était en véhicule marin, le système de navigation a fournit aussi une observation de pilonnement, ou ce qu'on appelle le heave en anglais. C'est le mouvement causé par les vagues là, de bas vers le haut d'une embarcation. Donc, on doit, au lieu de positionner les capteurs par rapport au IMU, on doit les positionner par rapport au centre de gravité de la motomarine. Donc, on a réussi à l'aide de diagrammes fournis par le concepteur de la motomarine, CTA-BRP, et aussi d'un repère, donc le pare-choc arrière, de positionner, de repérer le centre de gravité et de le positionner. Donc ici, on a ces coordonnées dans le système de la station totale. Et ensuite, on a recalculé les valeurs de bras de levier en fonction du centre de gravité. Donc les mêmes capteurs, leur nouveau bras de levier, les incertitudes en fonction du centre de gravité. Ici, on montre les résultats du VTT, des bras de levier obtenus sur le VTT à partir du IMU dans le système NED. Donc, les mesures et les incertitudes. Le VTT, on a utilisé un logiciel, le logiciel Trident, pour générer les nuages de points. Ce logiciel-là utilise un repère qui est différent, qui est dans le repère ENU, donc East, North, Up. Donc le X est vers la droite, le Y vers l'avant et le Z vers le haut. Donc, il a fallu reconvertir nos bras de levier pour que ça soit compatible avec le logiciel. Et aussi, on a ici les angles de visée qu'on a obtenus avec notre approche de calibrage des angles de visée. Donc ici, on a le heading de 157,341 degrés, signifie que le capteur laser, le scanner laser était, si on regarde le véhicule vers l'avant et qu'on fait une rotation vers la droite de 157 degrés, donc le scanner laser était orienté vers l'arrière droite du VTT. Donc ici, on a le heading, le roulis, le pitch, les valeurs avec une estimation de leurs incertitudes. On remarque ici que le pitch est peut-être un petit peu moins précis. Peut-être qu'il y a, dans notre méthode, on pense qu'il y a peut-être une petite faille qu'on pourrait améliorer en utilisant des plans qui sont plus élevés. Ici, on voit les résultats finaux d'un nuage de points géoréférencé avec les paramètres de calibrage. On a ici le pavillon CASO, donc on a fait une collecte sur le campus avec le VTT. On a ici le pavillon CASO, la façade, ici une vue en plan et une vue perspective. On a deux nuages de points, un nuage de points qui est le plus violet et un nuage de points vert qui viennent de deux passages différents et on voit que l'ensemble des nuages de points se marient très bien suite au calibrage. Donc, en conclusion de cette présentation, je vous ai présenté une méthodologie, la méthodologie et les résultats des mesures des bras de levier, des capteurs installés sur la moto marine, adaptés aux besoins du projet FORCE. On a estimé les bras de levier par rapport à l'IMU, mais aussi par rapport au centre de gravité. J'ai aussi présenté la méthodologie et les résultats de mesure des bras de levier des capteurs sur le VTT et des angles de visée du scanner LIDAR installé sur le VTT. Toutes ces techniques de mesure s'inspirent donc des méthodes classiques de microgéodésie et de compensation itérative par moindre camp.
Parmi les travaux à venir, on devrait recevoir dans les prochaines semaines une deuxième motomarine sur laquelle on va devoir estimer également les bras de levier de tous les capteurs. Sur la première motomarine, il y a toujours l'intégration du scanner LIDAR qui reste à faire, notamment le calcul des angles de visée de ce scanner-là par rapport au système de navigation de la motomarine. Donc, on va devoir adapter un peu, quelques adaptations à notre approche pour pouvoir faire ce travail. D'autres travaux aussi à venir, on a des travaux de maintenance à faire sur les ordinateurs, l'ordinateur du VTT, entre autres, pour améliorer sa protection contre les vibrations, les conditions atmosphériques extrêmes. On va aussi cloner, faire un clone complet du disque dur dans les situations où le disque dur tombe en panne et il faut le remplacer sur le terrain. On veut aussi développer, on a commencé à développer une application de gestion de flux de données provenant de différents capteurs, donc un data logger sur la motomarine pour avoir une vue facile à l'opérateur pour voir les informations qui rentrent là, des différents capteurs. Ici, c'est juste une présentation en fait, de l'interface, une interface suggérée. On voit ici les différents capteurs. Et on voit ici les petits points verts qui indiquent qu'il y a de la communication qui se fait. Des petits points bleus là, qui indiquent qu'il n'y a aucune donnée qui est envoyée par le capteur. Donc, ça va permettre à l'opérateur de faire une gestion en temps réel des différents capteurs. Il y a aussi la poursuite des tests sur l'eau. On voit ici, on a effectué quelques tests à la Marina de Sainte-Foy cet été, là, en juillet, à Lens-au-Foulon. Donc, on voit ici la motomarine. Le LUCAR travaille en collaboration avec les hydrographes du CIDCO et aussi du Service hydrographique du Canada pour assurer le bon fonctionnement des capteurs. Il y a aussi les ingénieurs de CTA-BRP qui participent à ces tests. Voici quelques références bibliographiques, notamment des articles que nous avons écrits, moi et mon étudiant au doctorat, Mohsen. Et j'aimerais remercier en terminant l'équipe de projet de l'Université Laval qui a travaillé sur ce projet-là. Il y a Mohsen, il y a Bruno Dionne, Mohsen, donc étudiant au doctorat, qui a fait toutes les mesures avec les stations totales, fait aussi les levées pour, sur le terrain de stationnement. Puis traiter toutes ces informations-là. Bruno, qui est spécialiste en intégration de systèmes embarqués, donc s'assure du bon fonctionnement des équipements, va participer aussi au développement du data logger. Mehdi, étudiant à la maîtrise, qui a commencé à travailler sur le projet là, cet automne, qui va travailler sur la mesure des bras de levier de la deuxième motomarine. Et Guy Montreuil, notre technicien expert, là, qui nous a aidés là, dans le projet à solutionner certaines difficultés techniques. Ça termine ma présentation. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'essayer d'y répondre. Merci. Merci à toi, Christian, pour cette belle présentation. C'était très, très intéressant. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Christian? Pensez à débloquer vos micros si vous voulez prendre la parole. J'ai Damien. Oui, Femme Van Bank, PVB. Bonjour, merci beaucoup à Monsieur Laroche pour cette excellente présentation. Moi, je suis Damien Van-Bank, je suis professeur à l'INRS en génie côtier. Je suis responsable du Grand Canal à Vagues LHE. Donc, moi, j'étais très intéressé par ce que vous avez dit sur la difficulté de faire de la mesure à proximité du trait de côte
c'est-à-dire c'est là où se trouve beaucoup d'enjeux sur l'érosion côtière, ce qui est ma spécialité. Alors moi, je suis en érosion côtière quantitative, je fais de la modélisation numérique. Alors, je me suis demandé quelle était la gamme de mesures de la bathymétrie. Qu'est-ce qu'on peut faire au minimum? Enfin, c'est quoi le Z minimum qu'on peut mesurer? Avec la bathymétrie? Oui. Oui. Ben, on peut, comme je le montrais, comme je l'indiquais, faire des levées bathymétriques, topo bathymétriques aéroportées là, avec le système Shoals qui peut permettre de pénétrer là, à une certaine profondeur dans l'eau. Mais par contre, ce système-là, je veux dire, c'est assez coûteux. Il y a peu d'entreprises qui offrent le service. Donc, en embarquant des capteurs sur une motomarine qui permet d'aller dans des zones peu profondes, on a une plus grande flexibilité là, pour couvrir les zones qui nous intéressent vraiment. Puis, c'est plus facile de déplacer la motomarine aux endroits qui nous intéressent. Donc, avec les capteurs des échosondeurs. Et aussi, en même temps, on peut faire la collecte des côtes avec le système LIDAR, donc en simultané. Le système de navigation, ces données sont partagées à tous ces capteurs-là. Donc, on fait une pierre deux coups. Donc, c'est un peu l'avantage des plateformes que je vous ai présentées aujourd'hui. Mais en termes quantitatifs, quel est le Z minimum? Le Z minimum? Ouais, la profondeur minimale. Ah, le Z minimal. Tantôt, par motomarine. Pour la motomarine. Tantôt, je parlais entre 2 mètres et 30 mètres pour les zones. Ouais. Donc, à partir de 2 mètres de profondeur. D'accord. D'accord. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Christian? Ben moi, j'en ai une couple. Je m'en garde toujours quelques-unes. Donc, ces travaux-là ont été intégrés dans le projet, donc tu disais Force, là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus où ils en sont dans ce projet-là, puis vers où ça s'en va, là, un petit peu, là, au-delà, en fait, de ta contribution, là, parce que je trouve ça vraiment intéressant comme projet. Oui. En fait, ça avance assez bien. C'est sûr que la mise en place de la motomarine a pris plus de temps que prévu. Il y a plein d'enjeux là, liés au poids des équipements. Ça prend un opérateur, ça prend un conducteur. Donc, on a commencé à peine les tests sur l'eau. Donc, il reste encore plein de travail à faire là, pour assurer, pour en venir à une collecte de données complète, ça avec les motomarines. Avec les VTT, l'équipe de l'UQAR a quand même beaucoup d'expertise d'utilisation du VTT. Mais par contre, ces équipements-là vont être éventuellement utilisés dans des zones nordiques. Donc, il va y avoir des enjeux aussi liés aux conditions atmosphériques plus difficiles. Quoique, ici aussi, sur le long du fleuve Saint-Laurent, à l'occasion, ce n'est pas toujours facile. Donc, l'équipe de l'UQAR a quand même une bonne expertise. Là. Il y a aussi d'autres capteurs là, que je n'ai pas présentés. Je me suis concentré sur les 2 capteurs sur lesquels nous, on a travaillé, mais il y a aussi un drone qui est composé d'un lidar VUX de Regal également et de caméras, de 2 caméras qui est utilisé aussi dans le cadre de ce projet-là. Puis il y a plusieurs chercheurs aussi qui s'intéressent à la qualité de l'eau, à l'habitat et tout. Donc,
je dirais que le projet commence. Probablement qu'on aurait plus d'informations par l'équipe de l'UQAR, de Pascal Bernacchi également. Peut-être une idée de l'inviter aussi à nos webinaires, là, parce que c'est effectivement un projet très intéressant. Là, donc, montrerait aussi le genre de collaboration que le centre établit avec d'autres groupes universitaires. Je prends la balle au bon. Le monsieur de l'INRS est bienvenu aussi s'il a des projets en collaboration. En tout cas. En fait, on ne se connaît pas directement parce que je suis arrivé en 2018, mais on se connaît un petit peu indirectement parce que je travaille avec Sylvie Daniel sur un projet RQM Odyssée Saint-Laurent, Réseau Québec Maritime, notamment le projet OSIRISC, qui vise à déterminer ou à modéliser en fait par approche de code de calcul, hein, puisque c'est un peu ma spécialité, le modèle mathématique hydraulique pour faire de l'inondation sur la région du Québec. Donc effectivement, on sera amené certainement. J'ai réunion vendredi avec Sylvie Daniel, hein, donc voilà, on se connaît de loin, hein, mais avec plaisir, avec plaisir, ça appellerait à ce qu'on échange, on discute, à défaut de se voir, hein, parce qu'on est en période, à défaut de se voir. Voilà. Merci, c'est parfait. J'ai une question de Jérémy Lemarchand. Donc, merci beaucoup, Christian. La calibration et mesure des bras de levier précises, comme vous l'avez fait, est exigeante et demande pas mal de travail. Y a-t-il des options pour faire des calibrations, vérifications de routine, sans doute moins précises sur le terrain? C'est une bonne question. Oui, il existe probablement des techniques. Il faudrait qu'on se penche là-dessus. Jérémy est un étudiant au doctorat sous la direction de Pascal Bernacchi. C'est une bonne question, Jérémy. Il faudrait y réfléchir, voir développer des techniques de validation, vérification sur le terrain pour assurer que les mesures tiennent la route. Puis, c'est ça, effectivement. Je ne pourrais pas répondre directement à ta question, mais je pense que c'est un besoin qu'il faudrait développer. Parfait, merci. Je pense que tu pourras recommuniquer avec lui. Là, il n'a pas de micro présentement, donc on fait un peu l'interface. Mais Jérémy, ça aurait été intéressant s'il pouvait parler. Sur la dernière image qu'on voit, c'est lui. Attends, je vais le représenter. Moi, je me demandais, là, je revenais sur l'histoire du drone là, qui complète les équipements. Est-ce que c'est un drone qui est équipé, je sais que tu as donné des noms de capteurs, mais je ne les connais pas par cœur, là, mais est-ce qu'il est équipé d'un lidar vert, là, parce qu'on sait que ça va un petit peu sous l'eau, là, puis tu disais qu'a priori, ta profondeur minimale, c'était 2 mètres, là, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que ça vise à aller chercher ce qui manquerait dans cette bande-là ou Non, je ne crois pas que le lidar sur le drone puisse pénétrer dans l'eau. C'est un Regal Minivux qui est surtout utilisé là, pour la topo, donc c'est vraiment pour le topographique. Parfait. Ouais. Il y a aussi une contrainte là, sur les drones là, de payload, de poids. J'imagine que je ne sais pas si l'autre capteur peut répondre à ce critère de cette limite de poids-là. Okay. On va peut-être prendre une dernière question s'il y en a qui en ont. Bon, pas d'autres questions. Donc, écoutez, je vais vous remercier tous d'être
venu assister à ce webinaire donc, du Centre de recherche en données et intelligence géospatiale. Merci toi, Christian, pour cette belle présentation de tes travaux. On va avoir un autre webinaire en décembre donc avec un ancien étudiant qui va nous présenter des travaux aussi de recherche qu'il mène actuellement à l'Université de Liège, donc début décembre. Donc, je vous invite à revisiter le site web du centre avec les annonces. Il doit déjà être annoncé, je pense, le prochain webinaire. Donc, et puis à vous inscrire. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci à tous. Au revoir.